Vous êtes sur le podcast Fluidité, épisode 77. Aujourd'hui, c'est la troisième et dernière partie de l'histoire de la belle Paris. Alors, restez à l'écoute. Salut, je m'appelle Fabien, je suis français, polyglotte et professeur de français. Vous êtes sur le podcast qui vous parle de culture, d'histoire ou de géographie française, d'astuces d'apprentissage et bien plus encore, dans un français naturel et facile. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour et bienvenue dans ce 77e épisode. Pour commencer, je voudrais remercier les nouveaux membres du club VIP de la semaine dernière, donc leur prénom s'affiche sur la vidéo YouTube. Si vous voulez aller plus loin dans votre progression en français, vous pourrez trouver du matériel pour tous les niveaux dans le club VIP. Pour les débutants, il y a les transcriptions bilingues des épisodes, des lives YouTube, questions-réponses. Pour les intermédiaires, il y a un autre podcast privé où j'explique tout ce qui est irrégulier pour chaque épisode en contexte, le vocabulaire, les pronoms, les verbes, les temps, etc. Vous aurez aussi accès au groupe Telegram privé et au serveur Discord privé pour participer aux chats vocaux et vidéos hebdomadaires et encore plein d'autres matériels disponibles dans le club VIP. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode sur les plateformes de podcast et sur YouTube pour vous inscrire. Vous pouvez rester seulement un mois si vous le voulez et vous avez une réduction de 10% si vous prenez l'abonnement annuel. Justement, si vous m'écoutez en podcast, vous pouvez voir la version vidéo sur YouTube avec les images de Paris et des monuments que je présente, plus les sous-titres. Donc je vous laisse le lien dans la description de l'épisode pour pouvoir y accéder. Donc cette fois, on va terminer de raconter l'histoire de Paris, c'est la troisième partie. Si vous n'avez pas vu ou entendu la partie 1 et la partie 2, je vous mets le lien dans la description YouTube. Alors on y va ? Alors à la fin de la deuxième partie, je m'étais arrêté à la Révolution française, donc à la fin du XVIIIe siècle. Je racontais que Paris avait atteint 500 000 habitants. Et si vous voulez tout savoir sur la Révolution française de 1789, je vous invite à regarder son épisode dédié, le numéro 47. Je vous mets le lien dans les fiches. Donc après la Révolution, on arrive au début du 19e siècle et vous allez voir que ce sera celui des plus grands changements de la capitale et vous verrez que deux hommes en particulier sont à l'origine de ces transformations historiques. Une fois la Révolution finie, c'est Napoléon Ier qui est au pouvoir. Il veut aussi s'occuper de l'embellissement de la capitale et il commence très bien parce que c'est lui qui va décider de réaménager la place de l'Étoile. Et au milieu de cette place, Bonaparte ordonne la construction d'une attraction touristique très très célèbre. Pour ceux qui n'ont pas deviné, si je vous dis que c'est un monument de 50 mètres de hauteur et 45 mètres de largeur, tout au bout des Champs-Élysées, on peut passer dessous. Il a été récemment décoré pour une œuvre d'art, c'est l'Arc de Triomphe, évidemment. L'empereur a décidé de faire construire cet édifice en mémoire des victoires des armées françaises. Et la première pierre a été posée en 1806 et il a été inauguré le 29 juillet 1836, donc sa construction a duré 30 ans. Et en dessous de l'arc, il y a la tombe du soldat inconnu depuis 1921. C'est un hommage à un militaire mort durant la Première Guerre mondiale et il y a une flamme éternelle depuis 1923. Et cette flamme est ravivée tous les soirs pour qu'elle s'arrête jamais de brûler. C'est beau, non ? Donc évidemment, l'Arc de Triomphe est un monument historique français que je vous conseille d'aller voir. Napoléon s'intéresse aussi aux travaux d'intérêt public et s'occupe de faire construire des hôpitaux, des ponts, des quais et des cimetières. De nouvelles rues sont construites et les premières gares de train apparaissent, comme la gare Saint-Lazare en 1837. Et c'est lui qui décide de découper Paris en 12 arrondissements à partir de 1795. Donc ce sont des quartiers qui sont comme des villes avec leur propre mairie par exemple. Mais ils vont être réorganisés comme on le verra après dans l'épisode. Après la chute de Napoléon en 1841, on va construire un autre mur de défense militaire qui va plus loin que le mur des impôts dont j'ai parlé dans la deuxième partie. Ce nouveau mur va ensuite englober d'autres villages comme Montmartre ou Belleville par exemple. Donc en 1841, la capitale compte environ 1 million d'habitants. La croissance de la capitale est de plus en plus rapide. Paris est devenu une ville majeure de l'ère industrielle, ce qui attire beaucoup d'ouvriers et ce qui provoque un exode rural. Donc les populations fuient les campagnes pour aller travailler dans la capitale. Après les années 1840,
Le train, en tant que moyen de transport, se développe de plus en plus et les voies de chemin de fer françaises convergent toutes vers Paris. Donc cette augmentation brutale de la population parisienne a aggravé des problèmes liés à la forte densité de population. Il y a des problèmes de logement, de pauvreté, la criminalité augmente, mais aussi la prostitution et même les suicides. L'insalubrité est telle qu'il y aura environ 40 000 morts du choléra entre 1832 et 1849, rien qu'à Paris. Il y a également de gros problèmes d'embouteillage parce qu'il y a trop de voitures et pas assez de rues. Je parle de voitures avec des chevaux à l'époque, bien sûr. Et c'est ce Paris que décrit Victor Hugo dans Les Misérables d'ailleurs. En résumé, la capitale étouffe et souffre de gros problèmes dont il faut s'occuper. En 1852, Louis-Napoléon Bonaparte fait un coup d'État et devient empereur des Français, donc Napoléon III. Et sa présence au pouvoir sera très bénéfique pour Paris. Après avoir été inspiré par Londres en y ayant vécu, il a des idées bien précises sur comment gérer l'urbanisme, le logement et l'aménagement urbain de Paris. Il décide de transformer toute la ville pour en faire une capitale moderne et un modèle d'urbanisme et d'hygiène. En fait, comme vous allez le voir, il va tout casser et tout reconstruire. Son chantier tient en 3 mots, aérer, unifier et embellir. Aérer veut dire donner de l'air, donc dans ce cas, dégager les voies, faire de la place. Et pour ça, il va engager le fameux baron Haussmann pour coordonner le projet. L'idée est de créer de grands et larges axes horizontaux et verticaux et de les relier par des cercles concentriques et des diagonales. Donc de reconstruire des avenues entières, de nouveaux immeubles, etc. Ce sont des travaux titanesques sans précédent qui vont durer 17 ans et qui vont transformer la ville en un énorme chantier à ciel ouvert. Des vieux quartiers entiers qui datent du Moyen-Âge vont être complètement détruits pour faire de belles et grandes avenues toutes neuves. Et elles ont la particularité de déboucher sur des grands monuments aux intersections. C'est-à-dire qu'au bout de ces grandes avenues parisiennes, il y a un monument magnifique, comme par exemple le splendide Opéra Garnier, qui est sur la place de l'Opéra, au croisement de différentes avenues, dont la construction a commencé en 1861. Donc volontairement, au bout de nombreuses grandes avenues parisiennes, il y a toujours un beau monument, c'est volontaire. Et comme j'ai raconté dans l'épisode sur Emily in Paris, Haussmann va aussi imposer son style architectural dans toute la ville. C'est un ensemble de règles de construction qui va s'appliquer pour tous les nouveaux immeubles privés. Les bâtiments sont conçus pour donner cet effet de perspective à des avenues parce qu'ils sont symétriques d'un côté et de l'autre de la rue. Tout est uniforme, les hauteurs des fenêtres, les balcons, etc. C'est le style haussmannien qu'on retrouve dans d'autres villes françaises comme à Marseille, Lyon, Lille, Bordeaux, etc. Ensuite, pour redonner de l'oxygène et un peu de verdure, les architectes réaménagent le bois de Vincennes, le bois de Boulogne et créent de grands parcs comme le parc Monceau ou les Buttes Chaumont. Donc ce sont plein d'espaces verts qui seront créés dans toute la ville et qui existent encore de nos jours. L'eau de la ville pose également des problèmes et les architectes vont construire un réseau d'égouts beaucoup plus moderne d'environ 600 km contre 150 auparavant. Et c'est pas fini, on met en place un chemin de fer de ceinture pour faire circuler un train autour de Paris afin de s'y déplacer sans la traverser. Et à propos des transports en commun, on crée la compagnie des omnibus, donc des bus, mais toujours tirés par des chevaux. Après tous ces travaux, en 1861, Napoléon III décide d'annexer les communes qui étaient entre les deux murs de la ville, et de nombreux villages deviennent des quartiers de Paris, comme Montmartre ou encore Belleville. Le nom Montmartre vient du Mont des Martyrs, parce que c'était une petite colline sacrée. Normalement, si je vous dis Montmartre est sacré, ça vous fait penser à l'église du Sacré-Cœur. L'église est construite à partir de 1875 et elle est terminée en 1923. Je ne vais pas parler de tous les quartiers en détail, mais Montmartre est vraiment pittoresque et très charmant. C'est un peu le quartier artistique de Paris et en plus il y a une vue magnifique sur toute la capitale et cette fameuse église du Sacré-Cœur à voir absolument. Donc avec ces nouveaux quartiers, la ville passe de 12 à 20 arrondissements avec le découpage qu'on connaît maintenant.
Ils sont numérotés en escargot, donc à partir du premier au centre, et ça continue ensuite en tournant en spirale. Par conséquent, la capitale passe à environ 1,6 million d'habitants et de 3288 à 7088 hectares. Donc elle double sa taille en un an. Donc l'architecture de Paris d'aujourd'hui, c'est exactement celle de Napoléon III et d'Haussmann de ce 19e siècle. En 1871, Paris connaît sa plus grande guerre civile. Le peuple parisien se soulève contre les décisions du gouvernement de l'époque. Et sans rentrer dans les détails maintenant, la ville est mise à feu. Ça veut dire qu'il y aura des incendies un peu partout. L'hôtel de ville et le palais des Tuileries sont partiellement détruits. D'ailleurs, la totalité de l'état civil de Paris est partie en cendres durant l'incendie de la mairie. Et l'état civil, c'est le registre de toutes les naissances, les mariages ou encore les décès. Cet hôtel de ville va être reconstruit, mais le palais des Tuileries sera complètement rasé. Rasé veut dire qu'on a enlevé complètement les poils ou les cheveux avec un rasoir, mais dans ce cas, le verbe veut dire entièrement détruit. Après ces tensions, la capitale entre ensuite dans la Belle Époque, jusqu'à la Première Guerre mondiale en 1914. C'est une période de paix, de prospérité et de grands progrès techniques, sociaux, économiques et politiques. À la fin du 19e siècle, et pour fêter les 100 ans de la Révolution, en 1889, l'État français décide d'accueillir l'exposition universelle. Pour l'occasion, on décide de faire appel à un architecte pour construire une grande tour de métal qui portera son nom. Bon, l'architecte s'appelle Eiffel. Bon là, je sais que vous avez obligatoirement deviné de quel monument je parle. Le symbole de la ville, la tour Eiffel. Elle devait être détruite après l'exposition, mais heureusement, elle est toujours là. Et c'est durant l'exposition de 1900 qu'on construira aussi la première ligne du fameux métro parisien, le métropolitain. En 1931, la ville atteint son maximum de 2,9 millions d'habitants, donc 38% de plus qu'aujourd'hui, puisqu'en 2018, il y avait 2,1 millions d'habitants. Ensuite, au XXe siècle, il y a eu les 2 guerres mondiales, mais il n'y a pas eu de grands changements dans l'histoire de la ville. On peut quand même parler de la construction du quartier de la Défense dans les années 50. C'est le plus grand quartier d'affaires européen, donc qui est constitué de bureaux, avec une arche haute de 110 mètres qui a été inaugurée en 1989, donc 200 ans après la Révolution. Le quartier n'est pas dans Paris, mais à l'extérieur du périphérique, cette autoroute qui fait le tour de la ville et qui marque la limite du centre-ville intramuros. C'est comme ça qu'on appelle Paris à l'intérieur de ce périphérique, Paris intramuros. En 1973, il y a une autre tour qui a été construite en plein centre-ville, au sud de la Seine, à côté de la gare Montparnasse. Donc elle s'appelle tout simplement la tour Montparnasse. C'est le plus haut gratte-ciel de toute la ville, et ce sont des bureaux aussi. L'ancien président Georges Pompidou était fan d'art moderne, et il a fait construire le centre Pompidou, inauguré en 1977. C'est un centre national d'art et de culture, qui est aussi une attraction de la capitale très célèbre. À l'intérieur, il y a par exemple un musée d'art moderne qui a la collection d'art contemporain la plus grande d'Europe. Mais le deuxième musée le plus connu de Paris est le musée d'Orsay. C'était un palais jusqu'en 1871, quand il était incendié durant la guerre civile que je viens de raconter. Et ensuite, c'était une gare jusqu'en 1986 où il a été converti en musée. Donc c'est une attraction à voir aussi. Voilà, j'ai résumé l'histoire de Paris en 3 épisodes et je vous ai parlé de toutes les attractions touristiques principales. J'espère que cette mini-série vous a plu et qu'elle vous a aidé dans votre français et que vous avez appris beaucoup de choses. Moi aussi, j'ai appris beaucoup d'informations sur Paris, j'ai adoré faire cette mini-série et j'aurais dû faire tout ce travail avant d'aller visiter la capitale. Mais quand j'y retournerai, je connaîtrai toute son histoire au minimum. Donc n'hésitez pas à me donner vos impressions, à me poser vos questions ou à me donner des suggestions dans les commentaires. Ils sont tous les bienvenus. Mettez un like si vous l'avez aimé et si vous êtes sur YouTube. Merci beaucoup de l'avoir suivi et on se dit à très bientôt dans le podcast ou sur ma chaîne. Bye bye! Abonnez-vous en cliquant à droite et vous êtes libre de regarder une autre vidéo en cliquant à gauche.